Donc on est parti d'une seule entité, je disais, à plusieurs entités, notamment donc histologiques avec des adénocarcinomes et les carcinomes épidermoïdes, mais pas que, puisque au sein de ces adénocarcinomes, on s'est rendu compte qu'il y avait des marqueurs cellulaires qui pouvaient être, en l'occurrence, des drivers oncogéniques et qui étaient exprimés à la surface de ces cellules, comme le GFR, l'ALK, le ROS. Alors il y a plusieurs techniques pour mettre en évidence ces récepteurs moléculaires. Bien sûr, il y a l'immunohistochimie, mais il y a aussi la technique FISH, la PCR, mais c'est surtout actuellement le NGS, le Next Generation Sequencing, qui nous permet réellement de mettre en évidence toutes ces expressions moléculaires et ces mutations donc moléculaires au sein dans le cadre donc de ces tumeurs pulmonaires. Effectivement, ces nouvelles techniques nous permettent aujourd'hui de détecter chaque jour de plus en plus de marqueurs. Donc, je vais citer certains comme l'ALK, le MET, le RET, le ROS, le RET, etc. et qui sont réellement pour la plupart des drivers oncogéniques. Et pour la plupart aussi, il y a des innovations thérapeutiques. On essaye de mettre en place des thérapies ciblées. Donc ce sont des mutations actionnables qui peuvent répondre à des traitements spécifiques ou thérapies ciblées. Aujourd'hui, en l'occurrence, comme je l'ai dit, je ne vais parler que de l'EGFR, tout d'abord parce que c'est le récepteur le plus anciennement connu, mais aussi donc, le plus fréquent. Il va représenter ici plus de 30% des cas. En fait, le GFR, donc, fait partie des tyrosine kinases. Les tyrosine kinases, donc, c'est des protéines qui vont intervenir donc, dans la réplication donc, des cellules, aussi bien des cellules normales que des cellules néoplasiques. Et donc la famille HER est une grande famille donc, de tyrosine kinase dont fait partie le GFR et donc qui va en fin de compte s'activer par homodimérisation ou hétérodimérisation à travers donc sa portion extracellulaire. Et puis par la suite, donc cette dimérisation va activer le récepteur qui, au niveau de sa portion intracellulaire, donc va activer tout le domaine tyrosine kinase. Et donc ce domaine tyrosine kinase, eh ben, il est codé au niveau des exons 18, 19, 20 et 21 qui se situent au niveau du chromosome 7. Et on a constaté d'innombrables mutations, que ce soit donc les mutations donc, les plus connues au niveau de l'exon 19, c'est des délétions au niveau de l'exon 19, mais également d'autres mutations, comme au niveau donc, de l'exon 21, la L858R. Donc c'est des mutations qui peuvent être soit des insertions, soit des amplifications, etc. Il y a aussi des mutations, et vous voyez donc ici la liste à côté, je ne sais pas si je peux avoir le pointeur ou la flèche. Non, ça ne marche pas. Donc il y a d'innombrables mutations qui sont mises en évidence, certaines au niveau de l'exon 19 et 21, mais c'est des mutations rares, mais il y a aussi des mutations également rares au niveau de l'exon 18 et 20. Il faut savoir que avant, on disait que il y avait, quand on trouvait une mutation, c'était des mutations exclusives ou auto-exclusives. En fait, on se rend compte maintenant qu'il y a des mutations qui sont de plus en plus complexes, puisqu'on peut avoir deux mutations donc à la fois, et il peut même y avoir des commutations, par exemple une mutation de l'EGFR avec la mutation donc d'un autre driver oncogénique. Ce qu'il faut savoir dans toute cette panoplie donc, de mutations, c'est que toutes les mutations ne sont pas activatrices et que toutes les mutations n'ont pas la même sensibilité et n'entraînent pas la même réponse aux inhibiteurs des tyrosine kinases. Et c'est dans ce sens-là qu'on a développé donc, ces thérapies ciblées anti-EGFR en se basant donc sur la répartition de ces récepteurs
donc de l'EGFR qui finalement vont être de différents types, donc soit non mutés sauvages, soit qui ont des mutations intrinsèques, donc habituelles, connues, comme la délétion de l'exon 19 par exemple, soit une hétérodimérisation avec un autre partenaire donc de la famille herbe HER, soit présentant une mutation acquise type T790M. Et donc la première génération, qui est représentée essentiellement par l'erlotinib et le gefitinib, finalement va avoir une activité sur tout type donc, de récepteurs EGFR, que ce soit donc au niveau de la peau ou du tractus digestif, ce qui explique donc les toxicités observées, mais elle n'a pas donc d'action sur l'EGFR avec une mutation acquise type T790M. La deuxième génération, constituée essentiellement par la fatinib et le dacomitinib, a une action tyrosine kinase qui est encore plus puissante que la première génération, mais ça a comme corollaire finalement des toxicités encore plus importantes. Ça cible malheureusement encore le GFR non muté, mais également donc avec des mutations habituelles. Et dans les études précliniques, on a observé certaines actions sur les mutations type T790M. Et finalement, on arrive à la troisième génération, représentée par l'osimertinib, qui a été donc développé pour épargner au mieux donc le GFR sauvage et cibler les EGFR mutés et notamment, comme vous le voyez ici en jaune, la mutation acquise type T790M. Alors, si on revient un peu à la première génération et à la deuxième génération, vous voyez que le gefitinib, l'erlotinib, mais aussi la fatinib, donc de deuxième génération, qui sont actifs sur les mutations communes, ont comme résultat un taux de réponse qui est quand même important, de l'ordre de 62 à 85%, versus 18 à 47% pour la chimiothérapie, une survie sans progression qui est améliorée et une survie générale, bon, malheureusement, qui reste identique. On va comprendre pourquoi. Donc, effectivement, dans ces essais, vous voyez donc les inhibiteurs de première génération, gefitinib, erlotinib, mais aussi de deuxième génération, afatinib, qui sont comparés à une chimiothérapie avec un sel de platine plus une molécule de troisième génération, qui donnent des résultats très probants et très positifs en termes de survie sans progression. Malheureusement, ça ne se traduit pas sur la survie globale. Pourquoi? Tout simplement, dans ces essais-là, si les malades ont été challengés initialement par un TKI de l'EGFR en première ligne et qu'à la progression, donc on va donner une chimiothérapie, ils auront des résultats équivalents à ceux qui ont démarré par une chimiothérapie et puis qui à la progression, recevront quand même un TKI de l'EGFR. Donc finalement, ils auront les deux armes thérapeutiques, mais avec deux séquences différentes, ce qui au final ne modifie pas la survie globale. Alors, est-ce qu'il y a une supériorité entre gefitinib versus erlotinib? Vous voyez que non, les courbes sont tout à fait parallèles, aussi bien pour les EGFR mutés, et ceci quel que soit le type de mutation, que ce soit la délétion de l'exon 19 ou une mutation au niveau de l'exon 20, et bien évidemment, on a des résultats similaires quand c'est des EGFR sauvages. Pour les EGFR les TKI de deuxième génération comme l'afatinib, ce qu'on constate en comparaison donc au gefitinib ou à l'erlotinib, c'est que l'afatinib donc des résultats meilleurs en termes de taux de réponse, en termes de survie sans progression, mais que ça ne se traduit pas sur la survie globale, puisque la différence n'est pas significative. C'est exactement pareil aussi pour le dacomitinib, qui, dans cet essai-là, dans l'essai Archer 1050,
bien qu'on voit qu'il y a une différence importante en termes de survie sans progression en comparaison au gefitinib, eh bien, en termes de survie globale, du moins en analyse intermédiaire, il n'y avait pas de résultats probants. C'est vrai que par la suite, en survie globale, chez les patients asiatiques, cette molécule semble intéressante. Malheureusement, il n'y a pas de bénéfice en termes de survie sans progression et de survie globale chez la population non asiatique et malheureusement, ici encore, au prix de résultats de toxicité importantes. Alors finalement, le problème avec ces molécules de première et deuxième génération, c'est l'émergence de résistance. Alors bien évidemment, il faut toujours essayer de discuter avec le malade pour vérifier les modalités de la prise du traitement, s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, s'il n'y a pas une alimentation particulière qui peut interférer donc avec ces médicaments et qui peut expliquer la progression de la maladie. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une résistance primaire qui peut se voir en cas d'autres altérations associées, par exemple une altération de MET, ou s'il y a une mutation, mais c'est une mutation non pas de sensibilisation, mais de résistance. Il faut toujours faire attention, surtout chez nous, puisqu'on démarre encore, on est donc tout à fait au stade de début, de la validité du test moléculaire dans les laboratoires, là où vous le faites. Et là encore, c'est assez spécifique chez nous, étant donné le recours donc, à parfois des circuits, on va dire, parallèles pour l'obtention des médicaments. Il faut toujours vérifier la conformité du médicament, même s'il reproduit l'étiquette du médicament Princeps. Mais au final, c'est surtout la résistance secondaire, type T790M, qui est la plus à redouter après la prise donc, de ces médicaments de première et deuxième génération. Bien sûr, il y a d'autres résistances qui peuvent apparaître à la suite donc, de cette première ligne par du gefitinib, erlotinib ou afatinib, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est à partir de là qu'on a essayé donc, de mettre en place un nouveau médicament qui pourrait justement s'opposer à cette mutation T790M qui, au final, était inéluctable chez les malades qui prenaient après quelques mois donc, la première génération ou la deuxième génération. Et on s'est rendu compte que finalement, donc, ce médicament, la ZD9291, qui est l'osimertinib, était aussi bien efficace chez les malades qui représentaient cette mutation, donc T790M+, que chez les malades qui n'avaient pas cette mutation, qui était uniquement EGFR muté. Donc d'où l'idée de tester donc, ce médicament d'emblée en première ligne avant les autres médicaments. Et vous avez ici les résultats de l'essai Flora, où donc on voit bien qu'en termes de survie sans progression en première ligne, l'osimertinib fait mieux que le GFR-TKI et également donc au niveau de la survie globale, puisqu'on a un petit p qui est significatif. Et même en actualisant donc, les données au-delà d'une survie de 36 mois, vous voyez que la différence en survie globale, et pour la première fois, on a une différence significative entre osimertinib et TKI de première génération, avec on va dire un profil de toxicité assez favorable, et ceci quel que soit le profil de mutation de population considéré. Ici, en l'occurrence, donc le type de mutation EGFR, délétion de l'exon 19 ou mutation L858R. Et fait important, vous voyez que tout à fait en bas, malheureusement, je ne veux pas trop m'aventurer à manipuler le pointeur, mais tout à fait en bas, vous voyez que dans le tableau, eh ben, vous avez à peu près 70% qui restent, donc qui restent en réponse avec ce médicament-là au-delà de 12 mois pour l'osimertinib, alors qu'on n'a que 47% des malades qui sont en train de prendre la première génération à 12 mois. Et si on considère à 24 mois, c'est-à-dire à 2 ans, on a quand même 42% qui sont encore répondeurs à l'osimertinib contre seulement 16%.
D'où le fait important de ce que je vais signaler ici, c'est la nécessité de maintenir donc cette réponse à la première ligne le plus longtemps possible. Donc, à partir de cet essai-là, l'osimertinib a eu l'AMM en première ligne pour les CBNPC EGFR mutés, mais évidemment, c'était encore insuffisant pour maintenir cette réponse au-delà de 12 ou 24 mois. Donc l'idée, c'était de se poser des questions, comment améliorer les résultats en première ligne avec donc, ces inhibiteurs de l'EGFR. Bien sûr, avec les inhibiteurs de première génération, l'adjonction d'un anti-angiogénique, vous voyez ici, bien que ça améliore donc la survie sans progression, ça n'a aucun impact sur le taux de réponse ni sur la survie globale, et avec des toxicités, un profil de toxicité très important. Donc là, je résume encore donc, ces essais d'association avec donc, les anti-angiogéniques, vous voyez l'erlotinib bevacizumab, erlotinib ramucirumab, et l'afatinib avec le cetuximab, on a toujours des résultats probants en termes de survie sans progression, mais sans retentissement sur la survie globale. Donc, au final, on a les mêmes résultats. Peut-être le seul, on va dire, les seuls essais assez originaux, c'est d'avoir testé donc, un TKI de première génération, non pas associé donc, à des anti-angiogéniques, mais associé à la chimiothérapie. Mais ces résultats sont assez mitigés puisqu'on a d'un côté un résultat positif et un autre résultat contraire négatif chez des populations, il faut le savoir, c'est des populations asiatiques pour les deux essais. Donc comment améliorer les résultats en première ligne à partir donc, de la molécule maintenant de référence qu'est l'osimertinib, on n'est plus devant une première ligne à base de gefetinib ou d'erlotinib, c'est le fait de discuter la possibilité d'associer une chimiothérapie. Donc le fait d'associer une chimiothérapie, ça reste possible. Beaucoup de malades en bénéficient, il y a des populations qui n'en bénéficient pas, c'est probablement donc les malades qui n'ont pas de métastase cérébrale. Alors, mais au prix de toxicité, vous voyez la colonne ici en rouge, vous avez un cumul des toxicités et de la chimiothérapie et de l'immunothérapie. Et si on considère la survie globale, eh bien, malheureusement, même en ajoutant la chimiothérapie à un TKI de troisième génération, ça n'améliore pas significativement, on est au seuil de la significativité de la survie globale. Une autre approche, cette fois-ci tout à fait originale, c'est d'associer, c'est de mettre en place un anticorps monoclonal qui est l'amivantamab, donc c'est un anticorps monoclonal anti-MET, anti-EGFR, à un TKI de troisième génération, lazertinib. Donc là, ça a été comparé donc, en 3 bras. Je vais aller plus vite parce qu'il ne me reste plus que 3 minutes. Et vous voyez que ici, les résultats sont probants en termes de réduction de risque de progression qui est de 30%. On a une survie sans progression qui est presque augmentée de 1/3, donc 23,7 versus 16,6. On a également donc un taux de réponse qui est intéressant, 25,8 versus 16,8. Mais attention, on a des toxicités qui sont très importantes et notamment des accidents veineux thromboemboliques durant les 4 premiers mois de traitement. Donc, finalement, on ne peut pas optimiser plus que ça la première ligne qui reste à base d'osimertinib aujourd'hui selon les recommandations. Mais après cette première ligne d'osimertinib, il y a malheureusement encore une fois une émergence de résistance. Alors, ces résistances sont très variables. Ça peut être des résistances dans la cible, c'est-à-dire dans le GFR. Vous pouvez avoir d'autres mutations, vous pouvez avoir des amplifications. On peut avoir des mutations en dehors de cette cible EGFR, par exemple des amplifications MET ou d'autres amplifications, des fusions également avec RET, ALK et BRAF, des transformations histologiques avec apparition donc, de cancers non à petites cellules épidermoïdes et non épidermoïdes. Mais vous voyez que dans 40 à 50% des cas, eh ben, le mécanisme de résistance, il n'est pas connu.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, si on a une transformation histologique, on va mettre une chimiothérapie selon le type histologique. Bien sûr, si on a une thérapie ciblée qui peut relever, donc, si on a une mutation qui peut relever d'une thérapie ciblée et qu'elle est possible à prescrire chez certains malades, que ce soit en essai thérapeutique ou en ATU, eh bien, ce serait l'idéal. Ben, sinon, on doit peut-être tenter d'autres armes thérapeutiques, en particulier l'immunothérapie, les nouveaux anticorps monoclonaux ou les nouveaux TKI de l'EGFR. Alors, il faut juste rappeler, par rapport à l'immunothérapie, qu'en analysant les sous-groupes chez les malades donc, qui recevaient une immunothérapie, quel que soit donc, leur taux de PDL1, et ben, dans les principaux essais, vous voyez que pour les malades qui sont mutés, l'immunothérapie n'apporte aucun bénéfice comparé aux malades en haut qui ont un EGFR sauvage. Donc, a priori, l'immunothérapie n'a pas de place. Et pourtant, donc, elle a été donc, testée en association avec la chimiothérapie dans l'essai Keynote 789, qui a été présenté à l'ASCO donc, cette année. Et vous voyez qu'en comparaison avec le pembro-pemetrexed seul, le pembro-pemetrexed ou le pemetrexed seul, on n'a pas de résultat probant positif, aussi bien en termes de survie globale que de survie sans progression, et donc l'essai est négatif. Un autre, cette fois-ci anti-PDL1, en association avec un anti-angiogénique à la chimiothérapie avec un sel de platine et donc une molécule de 3e génération, a été testé dans l'essai thérapeutique IMpower 150. Et vous voyez que là aussi, même si on a donc un bénéfice en termes de survie sans progression à la faveur de l'association quadruple, donc je vous rappelle immunothérapie, anti-angiogénique et une chimiothérapie, il n'y a pas de répercussion sur la survie globale. Et enfin, l'amivantamab lazertinib qu'on a vu tout à l'heure en deuxième ligne, eh ben, il semble donner des résultats très intéressants, que ce soit avec l'association amivantamab lazertinib chimiothérapie ou amivantamab chimiothérapie, mais au prix de toxicité très importante. Donc au final, comment peut-on aujourd'hui concevoir l'algorithme thérapeutique? Eh ben, on va considérer d'abord les EGFR mutés avec des délétions les plus fréquentes, les délétions de l'exon 19 et la mutation L858R. Alors tout dépend si on a déjà commencé le traitement par chimiothérapie avant l'obtention du résultat du test ou avant l'obtention des traitements. Et si le malade semble répondre, il est tout à fait légitime et indiqué de continuer la chimiothérapie jusqu'à 4 cycles. Et si le malade répond, on peut même mettre en place une chimiothérapie de maintenance. Les TKI de l'EGFR ne seront indiqués qu'à la progression. Et donc, à la progression ou d'emblée, si on a le test avant d'avoir démarré aucun traitement systémique, eh ben, le choix se fera plus en première ligne sur l'osimertinib. On peut néanmoins, comme ici en Tunisie, on peut démarrer par l'erlotinib ou le gefetinib ou les TKI de 2e génération. Et s'il y a une progression, c'est à ce moment-là qu'on passera à l'osimertinib. En cas de progression sous osimertinib, on n'a pas beaucoup d'alternatives. On va considérer la présentation clinique et imagérique. Si le malade est asymptomatique avec une progression lente, on peut considérer donc de poursuivre l'osimertinib au-delà de la progression et de proposer un traitement ablatif local si jamais il y a donc une métastase qui peut répondre à ce traitement-là. En cas de progression uniquement au niveau du système nerveux central, si elle est limitée également, là aussi, on peut proposer un traitement ablatif local, que ce soit par chirurgie ou radiothérapie, et on peut soit continuer donc l'osimertinib au-delà de la progression, soit switcher vers un traitement systémique. Dans le cas où la progression est rapide, symptomatique et multifocale, c'est là qu'on est dans l'obligation de faire une biopsie, soit une biopsie tissulaire, soit une biopsie liquide. Et si on est devant un mécanisme de résistance qui est actionnable, là on va donner un traitement donc, qui est bien identifié, représenté en rose. Et si le mécanisme de résistance est inconnu,
on va considérer s'il y a une transformation histologique, donner une chimiothérapie, ou peut-être une chimiothérapie associée à un anti-angiogénique et à une immunothérapie, et si c'est possible, à une association anticorps antimonoclonal TKI de 3e génération. Pour les mutations plus rares de l'EGFR, si on a le résultat avant le traitement, eh ben, on va commencer plutôt par l'afatinib ou l'osimertinib et laisser en second lieu l'erlotinib ou le gefétinib. Si on l'a durant le traitement, eh ben, on va continuer ce traitement-là par chimiothérapie également, même si le malade répond, indiquer un traitement de maintenance et n'indiquer la thérapie ciblée qu'à la progression. Pareil également pour les mutations beaucoup plus rares de l'EGFR, des mutations de résistance exon 20, eh ben, si le traitement a été démarré en première ligne, on va démarrer une chimiothérapie adaptée au type histologique, que ce soit un adénocarcinome ou un carcinome épidermoïde. Si on a une réponse ou une stabilité, on va aller jusqu'à 4 ou 6 cycles, voire même s'il y a une stabilité, aller jusqu'à la maintenance. Et l'amivantamab ne sera indiqué que lors de la progression, que ce soit après un traitement systémique ou par chimiothérapie ou autre. Donc au final, le traitement des CBNPC mutés se base sur les TKI de l'EGFR et aujourd'hui l'osimertinib est le traitement de référence en première ligne. Il y a beaucoup de traitements de résistance qui sont identifiés chaque jour et donc on essaye de mettre en place des nouveaux traitements et des nouvelles combinaisons de traitements. La chimiothérapie, elle garde une place dans les lignes ultérieures après la progression. La place de l'immunothérapie est à mieux définir car les essais aujourd'hui ne sont pas positifs. Et les approches multimodales sont à mieux évaluer, surtout par rapport au profil de toxicité. Et c'est pour ça qu'il faut, tant que possible, essayer d'inclure ces malades dans les essais thérapeutiques. Et je vous remercie. Alors, en attendant de provoquer des questions dans la salle, moi, un petit commentaire pour la présentation de Dr Fouquet, que je remercie d'avoir bien défendu et présenté la radiothérapie. Je dois signaler peut-être 3 points. Effectivement, l'escalade de dose n'a pas confirmé. Est-ce que c'est un problème de toxicité, de problème de technique? Mais pour l'instant, on reste sur un standard de 60 à 66 degrés. Le deuxième point, c'est vrai qu'il y a des progrès de radiothérapie, notamment avec la technique MRTVMAT. On arrive à gérer la toxicité, on est moins toxique et on traite mieux donc, les tumeurs et c'est prometteur. Le troisième point, c'est les meilleures combinaisons thérapeutiques et on a vu avec l'essai Pacifique où on a pu donc changer complètement les courbes de survie et c'est prometteur en attendant donc les associations concomitantes pour voir vraiment si elles sont gérables du point de vue toxique. Avec ces éléments d'espoir, il y a quand même la réalité tunisienne. Il y a 2 problèmes en moins pour la radiothérapie. Le premier problème, c'est qu'on a des présentations avancées, des tumeurs bulky, où parfois techniquement il est très difficile d'associer un traitement, de faire un traitement concomitant, et probablement le schéma séquentiel comme tu l'as présenté pourrait améliorer un petit peu la présentation clinique et permettre une radiothérapie moins toxique dans un volume plus réduit. Le deuxième, et qui est un problème éternel et sur lequel on n'arrive pas à avancer, c'est la difficulté d'accès à la radiothérapie, que ce soit dans le secteur public ou privé. Avec des machines saturées, un manque de machines, on a autour de 22 machines pour tout le pays. La demande est importante et il y a des délais, et donc demander un concomitant, c'est quand même très très difficile pour nous et pour les patients et pour les collègues donc médecins référents. Et quand on s'adresse au secteur privé, la CNAM ne suit pas. Et les prises en charge sont restées sur une technique obsolète de cobalt qui pratiquement est arrêtée complètement en Tunisie. Il y a peut-être une ou seule machine dans tout le pays qui reste fonctionnelle en attendant l'arrêt définitif du cobalt. La CNAM reste sur le remboursement de ces techniques-là. Donc, beaucoup de travail à faire pour essayer effectivement d'optimiser la prise en charge des cancers du poumon en Tunisie. Et je remercie la STMRA pour cette belle opportunité de mettre un peu le point sur les recommandations et sur les algorithmes pour essayer effectivement d'optimiser ces traitements.
Je voudrais remercier Dr Fénich pour cette excellente présentation. Moi, je vais revenir à un petit commentaire sur l'étude de Flora 2. On a fait l'osimertinib plus une bichimiothérapie. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de bénéfice en survie globale, mais en fait, on a quand même eu beaucoup de réponses objectives qui sont de l'ordre de 80%, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans les cancers pulmonaires. On a quand même une amélioration de 40% à peu près de la survie sans progression. Je pense que l'absence de bénéfices en survie globale, parce qu'on a avancé la bichimiothérapie en première ligne, donc en deuxième, en troisième ligne, on n'a plus beaucoup d'options thérapeutiques. Et puis dans l'essai, il y a beaucoup de réponses complètes aussi au niveau cérébral. Donc pensez-vous quand même qu'il y a une petite population à laquelle on pourrait proposer quand même osimertinib plus bichimiothérapie, patients jeunes, très symptomatiques, forte masse tumorale. Qu'en pensez-vous, Dr Fénich? Oui, tout à fait, parce que vraiment le souci de tous ces essais cliniques, c'est les toxicités au final. Et pour éviter, on va dire, ou limiter ces toxicités, le plus important, c'est bien de pouvoir choisir les populations auxquelles s'adressent ces schémas assez complexes, assez lourds. Et c'est des malades qui vont avoir tout le temps des traitements et qui vont cumuler aussi bien les traitements des thérapies ciblées, enfin les toxicités des thérapies ciblées que les toxicités de la chimiothérapie. Donc probablement, c'est des malades qui sont jeunes, qui n'ont pas déjà de comorbidité associée, qui ont un bon PS, qui n'ont pas donc peut-être de toxicité déjà connue ailleurs, sur des lignes antérieures par exemple de chimiothérapie, et qui peuvent présenter donc un risque de progression rapide, donc que ce soit en termes de lésions volumineuses déjà pulmonaires ou de multiples lésions disséminées avec un profil évolutif agressif. Je suis tout à fait d'accord.